Bienvenue au podcast Écologie et Société. Ici, on prend le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment, notre rapport à l'environnement, à la démocratie et à notre manière de vivre ensemble. Mon objectif, c'est d'ouvrir un espace de dialogue, de poser des questions qui dérangent un peu parfois, mais toujours dans l'idée de rechercher des pistes de l'avenir plus humaines et plus durables. Parce que l'avenir ne s'écrit pas seul, il se construit en conversation et collectivement. Bonne écoute! Alright, on est placé. On a la petite chandelle. Beau setup. Ouais, merci. Donc, bienvenue au podcast Écologie et Société. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Maillot, un entrepreneur et un expert en technologie verte qui explore les passions et les défis de l'innovation durable, les promesses puis les limites de l'hydrogène à bas carbone, la réalité du recyclage de batteries. Nicolas a une start-up. Il travaille avec les politiques publiques et la compétitivité mondiale face à la Chine. Fait que Nicolas va nous parler de vraiment, il va nous offrir vraiment un regard lucide de façon pragmatique sur la transition énergétique. Bienvenue Nicolas. Bienvenue, mais merci pour l'accueil, puis je suis vraiment content d'être là. Ça va être une belle petite expérience d'échanger avec toi aujourd'hui. Puis je trouve ça le fun parce que tu sois là aujourd'hui parce que tu es mon premier professeur à l'ETS. Fait que juste pour petite introduction là, sur comment on s'est rencontrés. Je me rappelle encore dans mes premiers jours à l'ETS, je suis rentré dans la classe puis j'étais comme j'avais vraiment hâte dans mon horaire voir le cours de dessin technique. Puis en tout cas moi j'ai vraiment pris l'avenue d'ingénierie. Dans l'optique de faire du dessin, des dessins techniques. Mon père qui étudiait genre était machiniste CNC, il a tout le temps des dessins, je trouvais ça full intéressant ces dessins-là, tu sais, toutes les cotes, ça fait full scientifique, tu sais. Puis fait que voilà, puis Nicolas, t'étais mon premier professeur, puis j'étais comme on dit, il est cool le prof, genre il est super relax, chill, fait que puis tu sais toi dans les 700 étudiants, je me souviens très bien de t'avoir enseigné puis d'avoir ouais. Pour de vrai? Qu'on se souvient plus que d'autres là. Puis je me souviens très bien de l'effort qu'on faisait, essayer de trouver des façons de démêler le dessin technique avec toi, visualisation 3D, puis essayer de voir des façons. Je pense que ça a fait la session, je me souviens que t'avais vraiment ça avait débloqué, puis ça avait vraiment changé beaucoup de choses là. Fait que je me souviens de toi pas mal. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, mais ça me passionnait tellement, genre le dessin 3D, je trouve ça super intéressant. Moi, je pense que j'ai un bon, toi aussi, j'imagine là, que t'as quand même un bon esprit de visualisation en 3D dans ta tête. C'est une des rares façons que je peux être créatif dans moi aussi, je partage ça à 1000%. Fait que là, tu trouves des solutions, tu le fais, tu le dessines en 3D, puis tu l'imprimes, tu le fabriques. Après, c'est cool. Là. C'est quelque chose que j'aime faire aussi. Ça m'a tellement inspiré que je l'ai enseigné aussi. J'ai été auxiliaire du cours aussi là, de dessin. J'ai aidé plein d'étudiants, puis j'en avais tellement fait en stage, j'en avais tellement fait dans mes cours que, il y avait même les profs, des fois, là, ils étaient genre, moi, je connaissais même pas cette fonctionnalité-là. Fait que moi, j'ai adoré ça. Mais genre, c'était définitivement mon dada. Fait que tu peux-tu justement nous parler de justement ton parcours, d'où tu as étudié, pourquoi tu as étudié, est-ce que tu as enseigné, il y a un peu tout. Là. Absolument. Écoute, j'ai eu un parcours probablement un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'à l'université, j'enseignais pendant mon bac justement en dessin technique puis un cours de technologie environnementale, là, qui sont toujours un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Puis après un petit bout de temps, je voulais avoir des défis, je dirais, plus concrets, là, un peu plus stimulants. Fait que je suis allé travailler en génie conseil dans le développement de procédés. Pendant quelques années. Puis j'ai acquis vraiment une expérience en projet industriel, en gestion de projet, puis commencé à voir un peu comment ça se monte un projet industriel derrière le rideau, je dirais. On voit beaucoup de choses dans les médias, mais il y a d'autres versions ou d'autres infos que tu comprends mieux quand tu es dedans. Ouais, c'est ça, quand tu es dedans. Fait qu'on est rentré dedans avec cette expérience-là. Puis à terme, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. Là, en tout cas, j'ai toujours voulu faire ça. Puis à un certain moment, l'opportunité s'est présentée, puis on a démarré Uco Solutions, qui est un bureau d'ingénierie qui fait du développement de procédés, des projets industriels. Puis à travers ça, on a parti d'une deuxième compagnie qui valorise un déchet industriel. C'est des projets qu'on va vous parler un peu plus, que je vais vous parler un peu plus en détail après. Fait que des gros projets, bien de l'intensité, mais on avance puis on apprend. Fait que le core, c'est vraiment l'ingénierie, mais aussi les solutions vertes. Là. C'est super important. C'est là que le gros du travail est à faire, parce qu'il y a des compagnies très établies que dans le minier,
tu veux tel type d'équipement, ils vont te le faire au complet, mais là où il faut vraiment des esprits créatifs, puis défricher, surtout défricher, l'envie de le exactement, faire, c'est je pense ça. aussi. Là. Parce que c'est des clientèles difficiles, là. Souvent il n'y a pas nécessairement d'argent. Là. Quand tu es une start-up, 5000 $, c'est énorme. Là, ouais, c'est ça. C'est là qu'il y a, dans la technologie verte, c'est là qu'il y a de la job, c'est là que c'est passionnant de se casser la tête puis de créer quelque chose de complètement nouveau. Fait que c'est... déjà, à la base, c'est des technologies qui sont nouvelles. Là. Je veux dire, on est loin du Steam Engine. Là, Exactement. Mais tu sais, on réinvente pas les technologies, on les réassemble souvent. Ok, plus intégrateur un peu. Hein. C'est plus souvent ça, un nouveau procédé industriel, qu'une nouvelle technologie fondamentalement disruptive. Ça fait 100 ans qu'on fait de la chimie. Pourquoi refaire tout là, quand même? Voilà, les fondements sont là. Après ça, il faut les réamalgamer avec le contexte qui change, puis des fois le marché, là, c'est-à-dire ton plastique vaut-tu autant qu'avant? Hop, il vaut beaucoup moins. Hop, il y a d'autres opportunités qui se créent, puis là, tu évalues ce qui peut sortir de là. Puis ça fait combien de temps que tu es en génie conseil, puis combien de temps que tu as enseigné? Ça va faire une dizaine d'années là, que je suis en génie conseil, puis j'ai enseigné le même temps approximativement, 8 ans. Les là, deux se sont chevauchés. Là. Non, j'ai complètement arrêté, justement, là, avec 2 entreprises. Je pense que un choix difficile à faire. Ouais. Là, j'ai adoré enseigner, transmettre aux gens, puis c'est quelque chose que j'ai adoré faire, mais il fallait faire un choix. Puis ultimement, ce que j'aime faire en enseignement, c'est un peu transférer en génie, où tu t'accompagnes. Ouais, c'est pas perdu ça non plus. Toutes les nouvelles personnes avec qui tu es engagé, c'est sûr que ça se transfère. Ah, exactement. Puis tu disais tantôt là, que l'opportunité s'était présentée. C'était quoi, là? Comment ça s'est fait? Genre? Écoute, premièrement, j'ai reçu une offre d'emploi un peu random sur LinkedIn de quelqu'un que je connaissais. Puis c'était un entrepreneur en génie conseil, un employé, le fondateur. Puis moi, j'embarquais deuxième. Ça a été une bonne expérience de me baigner un peu dans l'entrepreneuriat pour voir comment ça marche sans prendre le risque moi-même, ultimement. C'est un peu ça mon idée. Ouais. Puis j'ai fait à peu près 1 an là-bas. Ça n'a vraiment pas cliqué avec le fondateur. Puis on avait des visions différentes de comment gérer une compagnie. Fait que là, j'étais comme dans une... qu'est-ce que je fais? Puis là, fait que là, j'ai lancé des hameçons. Les hameçons, ils ont mordu. Fait que bon, parfait. J'ai été travailleur autonome 3 mois. Puis tu as eu la piqûre, là. Puis là, j'ai dit, OK, j'ai assez de travail pour dire que je fonde la compagnie officiellement. Puis là, j'ai incorporé. Puis c'est lancé. Fait que, en 3 mois, tu t'es incorporé? Ouais. Oh my God! Ouais. Wow! Puis ça, c'était comme... Juste d'avoir assez de contrats pour dire que je peux vivre une couple de mois. Pour moi, ça me permettait de dire que ça vaut la peine de s'incorporer pour créer une image autour de un truc la solide, compagnie. Puis une notoriété. Là, C'est ça, de bâtir ça pas autour de moi, mais autour d'une compagnie que je voudrais faire grandir. Puis avec mon partner Charles, là, ça faisait du sens là, de s'incorporer, de s'associer ensemble. Mais initialement, c'était toi qui avais l'idée de commencer seul, puis tu as incorporé quelqu'un, ou c'était l'idée, c'est parti avec Charles directement? C'était à la base Charles, mais je suis parti en premier de mon emploi. Je me suis trempé, je me suis lancé. Là, après ça, lui, on attendait d'avoir assez de jobs, je dirais, pour les deux avant qu'il lui quitte son emploi. Il a quitté un bon emploi chez Énergir, des conditions salariales et d'avantages sociaux. C'est le saut là, de parachute, et c'est fini. Ouais, je comprends. C'était plus stressant pour lui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, comment t'as vécu ça? Justement, toi aussi, t'as quand même quitté un bon emploi, j'imagine quand même. Les deux, comment vous voyez ça? Moi, le risque était moins là. Aussi, on a parlé de l'enseignement, j'étais encore enseignant à ce moment-là. Puis, je pouvais, si ça fonctionne pas, j'enseigne plus ou j'enseigne moins. Puis, j'avais comme une sécurité de revenus qui faisait que mon risque était moins grand. J'étais capable de jouer les deux. Tu peux faire à ton partiel aussi. Ça. Lui, c'était Énergie, c'est quand même 40 heures. C'est un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai fait ça, puis à un certain moment, on était vraiment assez occupés que là, il fallait se concentrer sur les projets d'ingénierie pour nos clients. Puis c'est quoi qui t'intéresse le plus dans ton rôle dans ta startup qui s'appelle UCO? Pour vrai, c'est apprendre, puis apprendre à tous les niveaux. Là.
tout ce que je fais est à peu près toujours nouveau. Puis comme là, comment je m'en sors? Ça va au début de aller chercher des clients. Comment tu vends du service d'ingénierie? C'est comme. T'apprends comme tantôt la dernière fois, tu me disais, t'apprends à travers ça. Là, tu te lances, puis tac, ok. Exactement. T'apprends ça le tas. Tu y vas, puis t'apprends des nouvelles choses avec les technologies de tes clients. T'es toujours obligé de découvrir des nouveaux aspects, des nouveaux procédés, comment ça marche, des nouveaux marchés aussi, puis quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, mais tu as une technologie, mais elle s'imbrique comment dans le marché actuel, puis avec qui tes clients, puis as-tu assez de matière qui rentre ou qui va sortir de ton usine. Fait que c'est vraiment l'apprentissage continuel à peu près à tous les niveaux là, que je trouve trippant. Puis qu'est-ce qui t'a fait dire ok, je saute là, puis je le fais, ou ça a été graduel? J'ai toujours voulu le faire. J'ai fait un premier demi-saut avec mon ancien employeur. Puis j'étais comme, let's go. J'en ai parlé à ma blonde. On voulait s'acheter une maison bientôt. Il y avait des choix quand même. Ok, ça fait encore la même copine depuis un bout. Ouais, ça fait longtemps. Fait que, tu sais, j'ai dit, pas sûr qu'on va pouvoir s'acheter une maison bientôt, mais avec je veux faire ça. Puis, tu sais, je revenais de la Beauce, là, je me souviens. J'avais une offre d'emploi là-bas. Puis j'étais comme, je pense que je vais refuser, mais qu'est-ce que je fais? T'es-tu d'accord? Puis. Elle dit let's go, puis ça cool sera retardé un peu. Là, finalement, ça n'a rien retardé pour différentes raisons, mais fait que faites le saut, on l'a essayé, ça a marché. Puis aujourd'hui, on apprend encore constamment de toutes les façons. C'est vraiment ça qui me fait triper. Qu'est-ce que tu as appris dans tes débuts que tu étais comme ça là, ça t'a comme vraiment starté? Moi, c'est vraiment là-dedans. Ça a confirmé le choix là-dedans. Là. Écoute, ça a été ce que je faisais au début ne ressemble pas à ce que je fais aujourd'hui. Mon premier gros client, ça a été un client en ingénierie justement qui avait besoin d'aide pour bâtir des outils de coordination, d'échanger des données. Puis ça a été le premier client. C'est une passion que j'ai, l'efficacité, puis organiser le travail des gens. Puis à travers ça, développer tranquillement des clients plus en ingénierie qui, eux, c'est plus complexe, disons, à aller chercher des clients en ingénierie, il faut se faire connaître, il faut aller faire des salutations. C'est vraiment fait graduellement. Au début, c'est quoi UCO? Tu le sais, tu crées une compagnie, mais ça peut changer d'une direction à l'autre complètement. Surtout quand t'es pas beaucoup, t'as tous les chapeaux. Là, exactement. Fait que, qu'est-ce que ça va être dans 3-4 ans? Il y avait plein de questions il y a 2 ans qu'aujourd'hui, ça s'est comme modelé graduellement. Fait que c'est vraiment de dire, il y a quelque chose qui m'intéresse, que je suis bon, que je peux aider mes clients, tu vas là-dedans, puis tu regardes, c'est encore pertinent ou pas, puis c'est une autre chose, il faut toujours s'adapter, puis réajuster le tir en cours de route. Là. C'était quoi la première grande réalisation de UCO? Grande question, je dirais que je suis capable. C'est vrai que c'est une bonne question. Tu sais, c'est comme, ok, t'essayes, t'avances, tu vas à gauche, à droite, puis à un certain point, ok, on commence à avoir une base solide, puis on a des gens qui nous rappellent, puis on a des gens, qui sont contents de ce qu'on fait. Fait que, ça, pour moi, c'est un peu con, mais c'est une grosse réalisation que, ok, ça se fait, puis on est capable. Qu'est-ce que tu dirais d'abord que... C'est quoi les outils que tu avais dans ta vie précédente que tu t'es dit une chance que j'avais ça pour starter une entreprise? Puis... c'est un peu drôle comme réponse, mais je pense que le mot c'est honnêteté intellectuelle. Oh ouais, ok. Fait que tu sais, être réaliste dans la situation. Dans le sens, pragmatique. Pragmatique. Tu sais, est-ce que ça répond. Est-ce que. Au début, c'est quand tu fondes ta compagnie, c'est toujours l'offre. Est-ce que tu as la bonne offre, tu sais? Puis est-ce que ça répond à un besoin de ton client ou c'est juste toi qui dis non, mais c'est comme, écoute, j'ai la meilleure tasse à café du monde, là. Mais personne n'a besoin de ça. Elle coûte 500$, mais c'est la meilleure tasse à café du monde, tu sais. Fait que là, maintenant, il faut que tu te dises, ok, il faut que je me redirige, faut que tu répondes aux vrais besoins. Il faut se réajuster, puis dire, ok, je suis pas à la bonne place, tu sais, des défis
de gestion que des fois, t'es comme, oh, ok, là, je suis pas parti dans la bonne direction, comment je fais pour me réaligner? T'as-tu un exemple de genre, aïe, aïe, ça a été difficile de. Tu sais, parce que moi, je pense qu'il y a tout le temps la classique dualité, l'ingénieur qui me dit, genre, c'est le meilleur avion, non, puis tout, genre, puis là, l'ingénierie est là, puis là, t'as tout leur rapport technique pour démontrer à quel point ce truc-là est incroyable, mais personne ne le veut. Ouais. Ben écoute, ça, je pense, au niveau de Cycle, notre autre compagnie, on développe une technologie de valorisation. Puis là, ça, à 100%, le reality check, puis tu sais, OK, est-ce qu'on est à la bonne place? Il faut le garder vraiment en tête tout le long du développement de la compagnie parce que tu veux pas être un inventeur ou un développeur de technologie qui s'acharne dans une solution qui ne marche pas ou qui répond pas à un besoin de marché. Fait que ça, pour nous, on se l'est dit, moi et Charles, plus on mettait en place la compagnie, plus on se disait, OK, ben là, y a-tu un moment où il faut qu'on s'arrête puis qu'on révise notre plan? Il faut pas juste dire non, c'est ça leur besoin, on va le faire pour eux. Fait qu'à un certain moment, on avançait puis on savait pas pourquoi les gens n'avaient pas inventé la technologie qu'on a inventée. On comprenait pas pourquoi. Parce que on voulait garder ça simple. On reviendra sur la gestion de risque plus tard probablement. Puis là, ben, on attendait de trouver le bobo, pourquoi les gens ils vont pas là. Puis quand on l'a trouvé, on disait OK, on l'a trouvé le bobo, là, il faut trouver une solution à ça. Puis là on a adressé ce problème-là, puis là, on est comme OK. Ça fait une solution plus de sens. On a une vraie solution. Ah ouais, OK. C'est le classique, pourquoi ça n'existe pas, il y a une raison du pourquoi, mais vous avez quand même été persistant en régler justement la raison du pourquoi ça existe pas. Exactement. Une fois que tu le sais pourquoi, là, tu peux dire, bon, on va se concentrer sur ce sujet-là. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, il faut abandonner. Puis c'est quoi la solution, excuse? Je peux pas aller trop en détail là, parce que c'est pas encore super public. Mais, OK. Mais grosso modo, la grosse différence, c'est la concentration de l'acide. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le procédé typique, un gros enjeu, c'est que tu vends de l'acide super dilué qui n'a pas de valeur, donc ton usine ne fait pas de sens au niveau commercial. Elle fera pas d'argent. C'est-tu un rejet d'acide d'un autre procédé? C'est un rejet de sel. Dans le fond, les usines des minéraux critiques, là, on en entend beaucoup parler dans les médias. Donc, les usines de minéraux critiques font souvent appel à une réaction entre un acide puis une base qui génère un sel. Puis de l'eau. Puis là, ce sel-là, c'est un déchet que tu peux pas mettre, tu peux pas enfouir, tu peux pas épandre, tu peux rien faire avec. Là, puis là, sinon, ça devient un sol contaminé. Exactement. De différentes façons. Fait que là, ils doivent, au Québec, trouver une solution autour de ça dès que possible, parce que les usines en construction pourraient devoir s'arrêter. Puis juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi un minéraux critique? Oui, les minéraux critiques, écoute, c'est des minéraux qui sont très importants au niveau stratégique, c'est pour ça qu'on dit critique, c'est-à-dire les métaux lourds, nickel, cobalt, le lithium, les terres rares. Donc les terres rares, c'est ce qu'il y a dans les éléments permanents qui font les moteurs électriques, ces choses-là. Donc c'est tous des minéraux qui permettent d'être indépendants, puis dans le fond, ultimement, d'être moins dépendant de la Chine. Donc qu'on a beaucoup Chine, au Canada en plus. On a énormément de ça au Canada, puis on a des défis autour de la réglementation, puis je parle d'une réglementation dans la vie, mais on se bat pas à armes égales. C'est beaucoup plus compliqué de développer un projet au Canada que ça peut l'être en Chine. Donc les minéraux critiques, c'est vraiment quelque chose autant dans la défense, l'électronique, l'électrification des transports, c'est partout, puis c'est ultra important d'en avoir fourni par au moins des alliés. Donc, au Canada, on est bien équipé, je dirais, en minéraux critiques. Il faut juste développer ces projets-là puis développer les technologies pour que ce soit quand même du développement industriel vert, aussi vert que ça peut. En parlant de justement minéraux critiques puis de la dépendance avec la Chine, puis tout ce qui est réglementation, est-ce que vous avez ça dans votre modèle d'affaires de penser que oui, votre solution, elle est verte? Là, je fais tout le temps le parallèle, mettons, avec l'éolien. On dit tout le temps l'éolien, wow, ça produit de l'énergie verte. Ouais, pour la fabriquer, cette énergie verte-là, par contre, là, ça prend des procédés qui sont pas verts. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de volet-là dans vos solutions? Ou... Ben nous, le volet qui se différencie vraiment, c'est qu'il y a à peu près pas de déchets. Du procédé et l'efficacité énergétique de notre procédé est vraiment, vraiment, vraiment meilleure que les autres technologies équivalentes.
Mais après ça, on fait rien, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là. C'est une expression un peu plate, là, mais il y a toujours des conséquences, un bilan environnemental à un projet industriel. C'est de l'optimiser autant que possible. Puis nous, ce qu'on a fait pour diminuer ces impacts-là, c'est éliminer les déchets et limiter la consommation d'énergie. Toujours dans le même procédé que tu parlais de trucs de sel. Ouais, exactement. Okay. Exactement. OK. Puis, comment je pourrais dire ça? Tes autres partners, là, tu mentionnes souvent Charles, mais il semble que j'ai vu sur la page qu'il y en avait 2 autres. C'est les employés. J'ai un seul partner, puis on a des employés, donc Elémia, Philippe, puis Sébastien, donc ça, c'est notre core là, de l'équipe. OK. Comment tu les as trouvés? Parle-moi de ça. Beaucoup des personnes qu'on connaissait. La seule personne que je connaissais pas, c'était Elémia, elle sortait de l'université, elle a eu le guts de... On a passé Charles et moi et Elémia en entrevue, puis... Comment elle vous a trouvé sur LinkedIn? On a fait une offre d'emploi, elle a postulé, puis elle a été game d'embarquer avec nous, elle était vraiment tôt, premier employé, puis c'est ça. Fait que ça a commencé plus qu'1 an maintenant qu'elle est avec nous, ça va super bien. Ouais. Comment tu vis cette expérience-là de premier employé, émotionnellement, comme c'est cool? Quand même une fierté, tu sais, de passer les premières années, de OK, ben tu sais, être encore, elle et ils sont encore à notre emploi après plus d'1 an, tu sais, ça fait quelque chose. Ça fait du sens pour quelqu'un, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, je comprends. Qu'on a réussi à faire ça, puis de voir toute la compagnie évoluer en engageant, on bâtit, on développe des outils, on essaie de travailler efficacement ensemble, tout en restant à distance. Là, ça rajoute quand même une complexité. Ah, OK, ils sont les deux à 100% à distance? Toute l'équipe est pas mal à distance, pas mal tout le temps. Avez-vous des bureaux, excuse? On a des bureaux de coworking, on s'en sert à peu près pas, pour la seule bonne raison qu'on est bon de travailler à distance. Puis coworking, c'est des aires ouvertes, donc on peut pas parler librement dans des aires ouvertes quand on a des clients avec des informations confidentielles. Fait que ça prend vraiment des bureaux fermés. Non, oui, OK, je vois. Justement, pour faire des meetings avec des trucs confidentiels, est-ce que vous allez chez l'un l'autre? On loue des salles de réunion. Là. Fait que, quand on fait des ateliers ou des meetings avec des clients, on loue des salles de réunion, souvent proches du client ou des places qu'on connaît bien. Okay. Comme ça, on a un setup officiel propre, mais Fait que vous avez un budget pour la location de ces trucs. Oui, absolument. OK. Selon toi, le chemin le plus rapide pour la transition énergétique, ça serait quoi? C'est un chemin qui est difficile. La réponse facile, c'est réglementation. Okay. Parce que, oui, les efforts individuels, on peut en parler au niveau de verdir les choses, mais pour que les choses avancent vite, c'est la réglementation qui va toujours faire accélérer à une vitesse qu'il n'y a pas de comparable, c'est ça. Pour moi, c'est clair, autant au niveau des émanations atmosphériques, aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'émettre plus que tant de ppm de tel produit chimique. Conforme-toi, sinon tu arrêtes d'opérer ton usine. OK, c'est correct, je vais mettre l'argent qu'il va falloir là-dessus. Fait que pour moi, c'est le meilleur chemin, c'est la réglementation, mais c'est un équilibre qui vient avec économique. Puis est-ce que tu vas nuire à une industrie disproportionnellement à la conséquence environnementale de ne pas agir? Il y a un équilibre fragile entre ces deux réalités-là. Tu penses-tu qu'il y a justement l'équilibre entre les deux? C'est les réglementations, c'est comme des contraintes de projet. Puis l'innovation, c'est justement plus tu as de contraintes, plus il faut innover pour atteindre ces nouvelles contraintes-là. Tu penses que c'est un peu entre les deux. Mais ça, c'est dans la prémisse de se dire que tu penses quand même que c'est la technologie qui va régler la crise environnementale? Ou toi qui as écouté justement l'épisode avec mon professeur, tu vas peut-être pouvoir en rajouter là-dessus. Ben, tu sais, c'est pas une réponse facile parce que, mettons, on parle de décroissance. Je crois pas pragmatiquement à la décroissance, dans le sens que, tu sais, c'est plate, mais les élections, c'est ce qui drive les choix de la direction de la société. Puis, tu sais, il n'y a pas une plateforme de décroissance qui va se faire élire au Québec, ever. Donc, tu sais, je crois pas que ça va mener à un changement sociétal de viser la décroissance. Fait qu'après ça, c'est quoi la meilleure chose après ça? Ben, c'est pallier un peu ou d'essayer de verdir l'économie par des technologies qui sont vertes.
Puis c'est ce que tu fais exactement. tous les jours. Là. Ou même d'autres réglementations. Tu sais, justement, en écoutant ce matin le podcast avec Cédric, je reviens à la réglementation. Comment tu veux réduire la pollution? Tu sais, je vois les trucs, moi, je peux même pas commencer à comprendre, mais c'est le ultra fast fashion avec Shein puis Temu, je pense, je sais pas. Mm-hmm. Mais tu sais, je connais des personnes, ça fait 10 ans qu'ils investissent de l'énergie pour essayer de faire de l'éco-conception de vêtements, puis réduire les déchets de vêtements à la source. Puis là, proportionnellement, là, eux, ils sont au Québec, c'est souvent les OBNL, c'est des gens qui se donnent, qui essaient de structurer ça. Puis tu as des chaînes qui arrivent, puis que ça coûte tellement rien un morceau de vêtement que tu inondes le marché de déchets. Ben, la seule façon de régler ça, parce que pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on accepte ça au Canada, ce genre de produit-là? Puis s'il y avait une réglementation qui dirait un peu à la Trump, là, pas de 100% tarif sur les trucs de Temu puis de Shein, mettons. C'est ça. Fait que là, tu sais, plein d'enjeux, plein d'équilibre entre liberté individuelle, justement, puis écologique, mais si tu veux régler Shein, c'est la façon, c'est de bloquer ça, de rentrer dans le pays. Ben, j'aurais tendance à dire que, dis-moi si je me trompe, mais ça pourrait être aussi intéressant justement, c'est un train qui est difficilement arrêtable, mettons, là, ces grandes compagnies-là. Mais si on développerait des solutions qu'on offrirait à ces grands géants-là, puis on intégrerait cette réglementation-là, puis ces solutions vertes-là dans ces grandes entreprises-là, ça pourrait avoir un grand impact, non? Oui, mais eux, ils sont vraiment pas intéressés par ça. La seule chose, c'est vendre un morceau de linge le moins cher possible pour en vendre un autre le lendemain. C'est ça leur modèle d'affaires, tu sais. Ils voient juste ça comme des OPEX exactement, de vouloir recycler. Exactement. Puis, c'est quoi les OPEX? C'est des coûts d'opération, juste pour que les gens ils puissent comprendre. Mais tu fais juste rajouter des coûts à ton truc, tu vas le vendre plus cher, tu perds la compétitivité par rapport à le prochain qui va être aussi grand. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Là. Aucun. Mm-hmm. Puis ça, si je peux rajouter, je sais pas de quelle façon ils peuvent être exposés à ça, mais au Québec, on a passé une loi qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs pour que le producteur gère la fin de vie de son produit. OK. Fait que là, tu transfères les coûts au producteur de son design qui dure pas longtemps. Et c'est une autre forme de réglementation que si c'est bien implémenté. Mais c'est plus difficile à quand je pourrais dire, évaluer ça par contre. Pas nécessairement. T'sais, un morceau de linge, ça coûte combien à mettre au rebut, puis c'est quoi le coût environnemental. Après ça, c'est d'avoir un mécanisme pour l'évaluer, un truc qui est fair, puis qui est uniforme à travers tous les produits. Je pense que c'est quelque chose qui se peut, qui est assez simple. Puis si tu veux l'importer, paye ton coût environnemental avant de le vendre, là, par exemple. Fait que ça, c'est une forme de tarif, mais environnemental en fait. Exactement. T'as-tu déjà travaillé avec ça, justement? Au niveau du recyclage, là, c'est de plus en plus présent. Donc là, les compagnies, tout l'écosystème de recyclage au Québec se restructure depuis ça. OK. Donc c'est en train. Je dirais dans 5 ans, on va vraiment commencer à voir définitivement les conséquences de la responsabilité élargie des producteurs. Puis comment tu, justement, c'est-tu le gouvernement qui cherche ça? Absolument. Comment tu vois le rôle du gouvernement, du gouvernement vers les startups pour développer des projets verts eux-mêmes? C'est quoi, selon toi, leur position? Mais ça, c'est sûr qu'ils ont un volet financier à ça. T'sais, une startup innovante, c'est ultra risqué. Les entrepreneurs, ils se mettent corps et âme. Là, ils mettent leur âme là, dans leur compagnie pour développer une technologie qui marchera probablement pas. Dans le sens que sur toutes les startups, il y en a combien qui lèvent, il y en a combien qui marchent réellement. C'est tough là, démarrer une entreprise pour plein de raisons. Donc, ça prend de l'argent pour faciliter les premières étapes pré-commerciales, c'est-à-dire pour amener le produit à une maturité commerciale quelconque. Ça, c'est sûr que le gouvernement il a un rôle à jouer. Puis, ce que je vois, nous, on travaille beaucoup avec les subventions chez UCO. On aide beaucoup nos clients à en chercher. Puis, les programmes sont souvent axés sur les priorités du gouvernement. Fait que, Recycle Québec, par exemple, va faire un appel à projet pour régler cette problématique-là. Une autre institution va faire un appel à projet pour régler les résidus. Un appel de projet. OK. Fait que c'est pas la même chose. Un appel d'offres, c'est vraiment...
t'es plus tard dans le processus, je dirais, de développement d'un projet. C'est « Hey, j'ai ça, qui m'offre une solution, puis je la veux l'année prochaine. » Un appel d'offres, c'est très... on réalise ça maintenant. Un appel à projet, c'est qui a une idée pour régler ça. Ok, c'est conceptuel encore. Là. Ouais, c'est ça. Ok. Selon l'objectif de l'appel à projet. Donc, là, le gouvernement, via des OBNL, il va faire des appels à projet pour régler telle ou telle problématique. T'sais, par exemple, nous, pour Cycle, on répond à des appels à projet de les résidus dans la filière batterie de Bécancour. C'est genre vraiment... C'est très niche. Là. Très niche. Ok. Puis là, ça, il y a du financement public pour régler ces problèmes-là parce que c'est extrêmement important. Fait que ça, je trouve ça vraiment pertinent et important par le gouvernement. Puis là, dans le financement d'une start-up, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort, où là, tu as une technologie qui est à un certain niveau de maturité, qui à petite échelle fonctionne bien. Les promesses techniques sont bonnes, mais après ça, il faut en faire la démonstration pré-commerciale, où là, on parle, dans certains cas, de projets de plusieurs millions, qui ne va pas faire d'argent, mais qui va permettre de dérisquer un investissement de dizaines ou centaines de millions de dollars plus tard. Qui est dans le fond l'espèce de projet pilote, là, dans le fond. Là. C'est ça. Le Proof of concept. Là. Exactement. Tu es comme entre les deux. Là, le pilote, c'est encore la démonstration technique fondamentale pour moi. Puis l'autre étape, c'est ça roule un peu comme une usine normale, mais à petite échelle. Mm-hmm. Mais là, ça, c'est vraiment, vraiment difficile d'aller financer ces projets-là parce que ça demande un investissement qui est plus élevé. Puis là, t'as toujours pas la preuve encore que ça fonctionne. Ça prend un investisseur, ça prend vraiment un partenaire commercial qui dit « Oui, moi, je crois en ta solution, je mets de l'argent là-dessus. » Puis une fois que tu as trouvé ton partenaire commercial, là, le gouvernement, il peut embarquer puis venir compléter, je dirais, l'enveloppe budgétaire que tu as besoin. Mm-hmm. Fait que là, la vallée de la mort, c'est pas juste technique, ça devient commercial aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Il faut que quelqu'un croie dans l'industrie à ta solution. Si personne n'y croit, tu sais... J'encourage pas le gouvernement à mettre de l'argent dans le vide. C'est comme un reality check où là, ça devient vraiment difficile. Puis là, il faut que tu aies un message qui est beaucoup plus mature de l'ensemble de ton projet, pas juste au niveau technique. Ça prend une équipe, ça prend du matériel, de l'argent et tout pour payer tout ça. Là, Qu'est-ce que tu dirais que ça serait quoi le plus gros défi pour... Dans cette vallée de la mort-là, justement, de starter ça? C'est vraiment l'argent, les employés, le défi technique, le savoir, les employés. Qu'est-ce qui est plus difficile pour décoller ça? Probablement tout ce que tu as dit. Parce que tu es une start-up, tu n'as pas de ressources financières, tu n'as pas de ressources humaines, tu n'as pas nécessairement une bonne compréhension du marché dans lequel tu veux t'attaquer. Fait que là, il faut tu modes puis tu passes à travers tout ça. Toutes ces étapes-là un peu en parallèle, puis que tu arrives éventuellement à ce que j'appelle devenir un projet finançable, qui est assez mature, qui est assez appuyé sur des bonnes bases pour dire « Ah ouais, il y a quelqu'un qui va investir sur ton projet. » C'est vraiment tough parce que c'est beaucoup de choses en même temps. Puis il y en a qui mettent des centaines, 80, 100 heures par semaine sur leur projet. Puis là, justement, le réalisme... Il faut qu'il t'es tellement investi, t'es tellement investi que là, quand est-ce que tu t'arrêtes? Ça, je pense que c'est un autre sujet, mais... C'est ça qui est pour toi qui est le plus tough d'enlever ces œillères-là de « Ah, mon Dieu, il faut que je décroche parce que t'aimes... » Ça, j'ai toujours eu le... J'ai commencé en me disant faut pas le perdre, là, ça, parce que c'est des années de ta vie là, que tu perds. Pas que tu perds parce que tu vas toujours en tirer quelque chose, là, mais tu sais... Le journey est le fun aussi, c'est là, ça, je peux pas croire que t'aimes pas ça. Là, ouais. Mais ça reste intense pour pas nécessairement ça. Mais ça, c'est pour les startups spécifiquement. Tu dirais que est-ce que tu trouves qu'il y a assez de fonds au gouvernement? Parce que moi, je me rappelle dans mes cours à l'UQAM, ils nous avaient présenté tout le programme de subvention. Puis comme tu disais, c'est spécifique là, pour tel projet, telle affaire. Y a-tu assez comme est-ce que c'est un marché qui est... Est-ce que c'est contingenté, c'est compétitif? Est-ce que tout le monde se lance vers là-dessus ou... Je pense qu'il y a assez de fonds. Somme toute, des choses qui ont changé il n'y a pas longtemps qui rendent ça un peu plus difficile, mais je pense qu'il y a assez de fonds. Le problème, c'est la complexité. Pour des clients, on monte toutes les listes de tous les programmes de subvention auxquels ils pourraient être admissibles. Puis là, tu as tel programme, il ne peut pas être overlappé avec tel puis tel autre programme dans tel contexte. Puis là, tu as telle limite. Puis là, ça devient vraiment des montages compliqués là, pour être sûr d'optimiser tous les programmes puis de, dans le fond, optimiser
ton argent. Là, en faire le maximum avec le minimum. Fait que c'est plus la complexité qui est étourdissante. T'sais, même pour nous, là, ça fait un bout qu'on travaille là-dedans. Puis il y a des programmes, on sait qu'il faut qu'on connaisse. Puis vous lisez sur le sujet. C'est vraiment puis, opaque. Là, le fédéral, par exemple, je sais qu'une fois que tu es rentré dans l'écosystème, c'est vraiment... c'est plus facile. Ouais. C'est plus facile, mais quand t'es pas dedans, t'as aucune idée de qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est un peu spécial, quand même. C'est qui dans ton équipe qui travaille justement à lire ces programmes-là, puis j'imagine que vos conceptions de solutions sont en fonction de ces trucs-là, là. Qui s'occupe de ça pour vous dire « Hey, hold up, là, c'est bien beau faire un réacteur avec des blades en titanium and stuff, mais il faut lire ça dans blanc sur noir, le gouvernement vous dit de pas faire ça. » genre. Ben, le gouvernement ne se mêle pas trop des volets techniques d'habitude. Okay. Le gouvernement, c'est plus l'objectif du programme de subvention. Par exemple, une étude de faisabilité pour un projet d'investissement. Bon, fait que là, à tel niveau de maturité ou qui présente un certain niveau de risque ou pas. D'autres, c'est un programme de subvention pour la décarbonation. Donc vraiment, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que ça décarbone? Est-ce que tu as un effet sur les GES en général ou pas? Fait que là, eux, tu as une série de formulaires et d'informations qu'il faut que tu fournisses qui sont spécifiquement orientés autour de ça. Puis au niveau de l'équipe, on est tous un peu, je dirais, versatiles, où on partage, disons, certains programmes en fonction de notre expérience puis de ce qu'on sait faire spécifiquement. Puis qu'est-ce que les deux nouvelles personnes dans votre équipe, qu'est-ce qu'ils sont venus à apporter? C'est quoi leur rôle justement là? Au niveau de Philippe, qui vient de joindre l'équipe il n'y a pas super longtemps, donc là, lui, c'est vraiment son expérience dans le monde du recyclage. On a parlé de la REP, des éco-centres, il y a un bon background là-dessus. Nous, c'est pas ça qu'on fait, nous, c'est vraiment un éco-centre, qu'est-ce que ça fait? Ça reçoit du plastique, puis on ressort du plastique recyclé, du polyéthylène, du polypropylène, whatever. Puis en deuxième étape, ben là, ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton plastique recyclé. Donc, c'est un peu ça qui va venir apporter, c'est aider les personnes qui veulent recycler. Donc, c'est quoi REP, excuse, pour que les gens qui savent pas c'est quoi? La responsabilité élargie des producteurs. Oh mon Dieu, parle-nous de ça. C'est ce qu'on a discuté il y a peut-être 5-8 minutes. Ah, ok. Ouais. Excuse-moi, j'ai fait l'acronyme, là, mais oui, c'est ça. Ok. Fait que c'est vraiment cette expertise-là qui vient rajouter, en plus évidemment des programmes de subvention qui touchent à ça. Puis Cycle, c'est parti comment justement cette entreprise-là? Ben, un peu, l'idée est arrivée presque en même temps que le début du cours. Fait qu'on s'est dit, premièrement, c'est venu de où? C'est venu de notre expérience en développement de procédés de recyclage de batteries à moi et Charles. Spécifiquement, on a vu ce que ça donnait. Charles a pelleté le rejet qui s'appelle du sulfate de sodium. On va l'appeler sel pour le reste. Mais le rejet qui est celui-là, il l'a vu, il l'a pelleté, il a vu l'ampleur de ce qui s'en venait, puis il a vu les projets industriels de plusieurs milliards qui se construisent au Québec. Puis il dit, on s'en va avec un gros problème. Là. Gros problème égale, ça prend une solution. Donc... Il a été visionnaire de le prévoir avant. Là, ouais, c'est ça, exactement. Actuellement, ces celles-là, ils sont... Si c'est pas traité, parce que là, j'imagine qu'il n'y a pas de solution, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Donc, ils sont enterrés, je dirais, temporairement dans des cellules d'enfouissement, mais ça peut pas être enfoui temporairement. C'est pas comme un déchet que tu mets dans un éco-centre puis il disparaît. Ils se sont comme acheté un élastique, je dirais, pour être capable d'opérer, commencer à générer du produit puis de l'argent, ultimement, pendant un temps, mettons 5 à 7 ans. Comme un dépôt temporaire quand tu déménages. Exactement. Puis ils ont un dépôt temporaire le temps que quelqu'un trouve une solution. On est comme dans une situation vraiment... Fait qu'il y a un réel besoin là, quand même. Il y a un très réel besoin. Puis j'imagine que les investisseurs, là, ils pèsent sur le champignon pour trouver la solution rapidement. Là, ou... Oui, ils pèsent sur le champignon pour trouver des solutions rapidement, mais c'est un contexte, c'est une nouvelle filière au Québec. Donc toutes les en fait, il n'y a pas d'entreprise vraiment qui opère et qui font de l'argent, qui génère ce déchet-là. OK. Fait que là, ça s'en vient. Mais ça veut dire qu'une start-up n'a pas d'argent pour investir encore sur le problème qu'ils vont générer dans 5 ans. Fait que c'est vraiment une drôle de... C'est visionnaire entity. C'est une drôle de situation. C'est une drôle de situation. Mais évidemment, il y a d'autres partenaires qui, eux, ils veulent... Ben, par exemple, ils vendent ou ils distribuent et ils fabriquent des produits chimiques. Ben là, eux sont comme,
Mais justement, moi, je vois une opportunité. C'est qui ces entreprises-là? C'est quoi les industries, les types d'entreprises qui pourraient générer ce déchet-là, justement? Dans le fond, pour les industries qui peuvent le générer, c'est par exemple, on dit la filière batterie, donc le raffinage du lithium, c'en est un très bon exemple. Les usines qui produisent de la poudre active de batterie, donc on appelle ça de la cathode active material en anglais. Donc là, eux, c'est une autre usine qui est en construction au Québec qui vont générer ce déchet-là, et les usines de terres rares là, qui, eux aussi, sont en développement. C'est une filière qui est vraiment en expansion ou en peut-être bourgeonnement, là, c'est-à-dire que c'est assez tôt. Là, il y a encore plusieurs années avant que cette industrie-là soit à maturité au Canada, mais elle est en développement certainement. Puis le recyclage des batteries, tu penses-tu que c'est vraiment une avenue qui peut se faire? Ou c'est quand même un gros équilibre entre justement aller tirer la terre rare dans d'autres pays puis le recycler. Tu penses-tu qu'un jour la technologie va tellement être efficace qu'on n'aura plus besoin d'en tirer, ou vraiment ça se dégrade à chaque fois? Puis un peu comme le plastique, là, tu peux pas le recycler à l'infini. Là. Absolument, absolument. Ben, tu sais, le recyclage de batterie, c'est quand même en train de maturer tranquillement. Il y a des joueurs qui le font déjà. Par exemple, aux États-Unis, il y a Cirba Solution qui, eux, ont des opérations quand même plus matures. Ouais, c'est ça. En Allemagne aussi, il y a des sites là, qui fonctionnent assez bien. Donc, le recyclage, ça se fait. Le défi, c'est vraiment autour de récupérer les métaux lourds à l'intérieur. Puis là, on prend juste ce sujet-là, on peut en parler vraiment longtemps. Grosso modo, il y a deux chemins. Là. Il y a la pyrométallurgie où tu prends le contenu de ta batterie, tu brûles, puis ce qui va rester après, c'est essentiellement un dépôt de métaux lourds là, dans le fond de ta fournaise. C'est quoi qui brûle? C'est les plastiques, le solvant, tout ce qui n'est pas des métaux lourds essentiellement. Fait que, le graphite, les plastiques, absolument tout. Même, par exemple, s'il y a du cuivre, bon, lui, ça va se ramasser. De l'aluminium, par exemple, lui, il va flotter dans le bain de métal fondu, puis il va se faire mettre au rebut, par exemple. Parce qu'il n'y en a pas une quantité illimitée là, sur la Terre là, du lithium. Là. Fait que, c'est quand même... on pense tout le temps en énergie verte qu'il faut penser sur le long terme. Justement, qu'on dit que le pétrole, justement, c'est pas une ressource renouvelable. Ben, le lithium non plus. Comment ça se trouve, ça? C'est comment tu fais une industrie puis une innovation dans tout ce truc-là pour finalement se dire... Comment qu'on va faire si la banque de ma ressource n'est pas infinie? Hier, je me souviens plus avec qui j'en parlais, mais on parlait du gaz, puis on dit quand il n'y en aura plus, on va en trouver d'autres. C'est un peu ça, je pense, mon opinion là-dessus, c'est-à-dire que les chemins faciles, on parle de salars, là, beaucoup d'images autour du lithium, les salars, entre autres en Bolivie, où là, tu concentres ton lithium en le faisant évaporer l'eau. C'est un sel, là, le lithium. Ben ça coûte pas cher, c'est accessible, etc. Mais le bilan environnemental de ça, de plein de façons, il est catastrophique. Puis ça, c'est le matériel accessible. Après ça, là, il commence à en manquer. Donc là, on trouve d'autres façons. Donc là, le spodumène, par exemple, au Québec, ben, là, il y a des mines de spodumène qui se développent. Spodumène, c'est quoi? C'est une roche qui contient du lithium. Donc, on peut extraire le lithium à partir de la roche. Puis on parle d'une opération minière d'extraction des métaux, puis de raffiner ce lithium-là, ultimement, en carbonate de lithium ou en hydroxyde de lithium. OK, fait qu'on est 100% dans la croissance, là. On est vraiment très tôt là, dans le cycle de vie de la filière batterie. Il y a des gros cycles de réalisation. Les chimies d'il y a 5 ans dans les batteries, c'est plus du tout les mêmes que ce qui est installé aujourd'hui. Le lithium, c'est encore au centre, mais il y a plein d'efforts qui sont faits pour essayer de s'en éloigner. Mais tant qu'il n'y a pas d'autres solutions, c'est quoi la meilleure solution? C'est trouver et exploiter du lithium. Fait que ça retourne à recycler les batteries. 100%, c'est en train de maturer, c'est en train de s'installer, les chaînes logistiques s'installent, mais ce qui est vraiment difficile, puis on l'a réalisé avec quelques-uns de nos clients qui travaillent sur le recyclage de batteries, c'est que, là on parle de la Chine. La Chine, ils payent le contenu de la batterie une fois recyclé. Impossible qu'ils fassent de l'argent avec le prix qu'ils payent. Ils payent beaucoup trop cher. OK.
Fait que là, au Québec, si on veut faire recycler notre batterie au Québec, on paye 50% de la valeur contenue dans ce qu'on a recyclé. En Chine, c'est 90%. Pourquoi? Ben, ça, c'est des... Pour s'accaparer la ressource, dans le fond. Exactement. Okay. Ils protègent leur filière, ils protègent leur monopole, puis ils s'assurent que l'expertise reste locale et ils permettent à d'autres filières de rester intégrées verticalement puis de faire de l'argent là. Fait que c'est la puissance. C'est comme une économie d'une banque là, de cette matière-là, dans le fond. C'est ça qu'ils veulent construire? Ou? Je dirais, c'est de le... Comment dire? En mettant la main sur ça, ils empêchent les filières de s'établir ailleurs puis ils gardent un monopole. Fait que c'est vraiment le magnésium, c'est arrivé il y a 20-25 ans, il y a 40 ans. Ils se mettent à vendre du produit tellement pas cher qu'il n'y a pas d'usines qui peuvent faire de l'argent ailleurs qu'en Asie là-dessus. Fait que les usines ferment. Puis, une fois qu'ils ont la main mise sur ça, ben là, ils remontent les prix. Fait que c'est un peu la même approche, mais à l'inverse, ils s'assurent que cette filière-là se développe pas d'elle-même, on va dire ça comme ça. Fait que c'est vraiment tough. Tu recycles. Je dis, bon, à qui je le vends, ma matière? J'aime bien mieux la vendre localement, mais... Il n'y a pas d'acheteur. C'est ça, je vais faire 2 fois l'argent, je l'envoie en Asie, ou je fais la moitié de l'argent, puis j'ai pas de modèle, je ferai pas d'argent. Donc là, on est dans une situation vraiment, tough. Là. Justement, comment ça s'intègre, cette problématique-là, chez UCO? Pour moi, je pense que l'approche de recycler les batteries, c'est-à-dire les déchiqueter ultimement, puis en ressortir la valeur du cuivre, de l'aluminium, de la poudre noire, la poudre active. Là. Tu commences par ça, tu établis ton industrie là, avec déjà tu évites beaucoup d'enfouissement, tu sécurises les batteries. En fin de vie, le lithium-ion, c'est super dangereux. Ça peut prendre en feu. Ouais. Même dans l'eau, là, c'est ça que j'avais appris. Là, même si tu mets ta batterie de cellulaire dans l'eau, ça continue à brûler. Là. Ouais. Fait que, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est important de sécuriser, ça. Donc, c'est une bonne première étape. Une fois que tu as établi ce volet du marché ou de l'industrie, ben là, tu peux te concentrer à dire, OK, comment est-ce qu'on peut le valoriser, finir la chaîne de valeur localement. Je pense que c'est un peu comme ça que ça va se passer dans les prochaines années. Puis il y a un bel avenir là-dedans, tu penses? Oui, puis le gouvernement, il pousse là-dedans. Il pousse vraiment fort sur le développement de la deuxième étape de valorisation des batteries. J'ai remarqué aussi sur le site de UCO que vous offrez des solutions sur l'hydrogène vert. C'est quoi l'hydrogène vert, premièrement? L'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est fait à partir d'une source d'énergie qui ne génère pas de carbone. OK. C'est pour ça qu'on dit qu'il est vert. Là. C'est donc, là, on dit de plus en plus de l'hydrogène bas carbone parce que il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là, au niveau de l'hydrogène pour définir un peu l'intensité carbone de l'hydrogène. Ils ont récemment changé le système. Donc, l'hydrogène vert, c'est vraiment une piste ou un chemin de décarbonation qui est prometteur dans certains volets. Entre autres, pourquoi? L'idée de faire brûler de l'hydrogène, ça produit de l'eau comme rejet au lieu de faire du CO2. Au lieu de faire des gaz à effet de serre, ça produit de l'eau. De l'eau, il n'y en a pas souvent trop. On a parlé de... je pense la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est la voiture qui fonctionne à l'hydrogène. Puis là, il y avait une grosse publicité là, avec de l'eau. Voilà, puis la personne en buvait là, comme si c'était correct d'en boire. Puis tout. Là, OK. Ça, tu sais... Probablement, j'en boirais. Je suis pas mal sûr que j'en boirais de l'eau produite à partir d'hydrogène. C'est sûrement une des eaux les plus pures que tu vas avoir. Là. Tu peux pas avoir... C'est quasiment de l'eau distillée. Là, c'est de l'eau distillée essentiellement parce que tu peux pas avoir de contaminants dans ce qui fait... C'est une problématique justement de ne pas avoir de contaminants. C'est un challenge au niveau de la durée de vie. Mais si on retourne au niveau des autos, effectivement, il y a eu un hype autour des autos personnelles qui roulent à l'hydrogène. Puis ça verra jamais le jour. Là. Ça verra jamais le jour pour différentes raisons. Mais déjà, moi, la façon que j'ai comme... Framé ça. Ouais, c'est ça que j'ai comme un peu compris ça. C'est si tu veux faire un réseau ou des autos qui fonctionnent à l'hydrogène, ça te prend un réseau de remplissage d'hydrogène qu'il faut qu'il remplace toutes les stations-service pour être capable de fonctionner puis d'avoir une logistique qui a du sens. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le coût, la complexité, l'adoption, c'est...
J'avais lu en gros que la complexité, c'est que vu que c'est la plus petite molécule, ben c'est ça qui est difficile de les fuir, puis ça prend genre Ben, des réseaux. non, c'est vraiment Non? pas tant ça. Ça, c'est plus une question de perception. Tu sais, c'est l'enjeu de l'implantation, c'est le coût, la complexité, puis l'effet d'entraînement. Tu sais. Faut qu'il y ait assez Ok, de je chars pour comprends. construire assez de stations de gaz. C'est l'œuf ou la poule, un peu. Là. Exactement. Ouais, Puis ça, c'est un ok. mot, l'œuf ou la poule, ça, on entend ça beaucoup dans les conférences d'hydrogène. Fait que pour toutes ces raisons-là, l'auto à hydrogène ne fait pas de sens. Hmm. Contrairement à une auto électrique où elle. Il y a un réseau électrique déjà actuel qui ça fait Exactement. plus de T'as pas sens. à Là. Être déjà construire. intégré dans les infrastructures. Ouais, je Exactement. comprends. Il y a des défis là où l'auto électrique c'est plus compliqué, c'est les blocs appartements à Montréal. Il n'y a pas de Hmm. place pour les stations de recharge, ces choses-là, mais Hmm. ça sort quand même relativement bien. C'est explosif aussi, je pense, là, ce truc-là. Là. Je veux dire, c'est un peu comme le gaz métro. Je veux dire, réintégrer des tuyauteries qui sont highly explosives. Ben, c'est ça. Fait que là, on tombe au niveau de la sécurité. Puis la sécurité de l'hydrogène, C'est un enjeu. c'est Là. sécuritaire. OK. C'est ça. Puis là, c'est comme, ben, c'est une nouvelle molécule, c'est petit, c'est inflammable. Oui, tout comme les autos qui roulent au gaz naturel. Hmm. Puis ça, il y en a plein, tu sais, beaucoup en Amérique du Sud. Pendant que moi, je voyageais, j'en ai Ah vu. ouais? C'est plus efficace en altitude, puis ça coûte moins cher. Ah ben, oh my god, j'ai appris quelque chose. Donc, tu sais, les autos qui roulent au gaz, ça existe, c'est fonctionnel. C'est sûr qu'il y a des considérations de sécurité, mais ça, tu fais cette considération-là quand tu designs ton produit, véhicule, ton système d'entreposage, ton pipeline. Tu sais, on transporte du gaz naturel sur des milliers de kilomètres au Canada. Le niveau de Avec risque. et sans fuite, ouais, exact. Il y a des fuites, évidemment, là, malheureusement, mais ces fuites-là, le risque est géré. Est géré. Mhm. Fait que non, la perception de la sécurité, c'est plus une question d'éducation au niveau de l'hydrogène, Ok. je pense, de dire non, c'est correct. Une fois que les gens vont être exposés assez à ça, je pense que la perception de danger va être largement diminuée. Ok. Un peu, je pense, comme les batteries lithium-ion, il y a 5-8 ans, peut-être, on voyait, dès qu'il y avait un incendie, c'est spectaculaire, là, une batterie d'auto qui brûle, on est d'accord. Ouais, ouais. Mais comme là, je pense que les gens, au niveau de la sécurité, ils en parlent plus autant qu'il y a 5 à 8 ans. On n'est pas comme dans le nucléaire, là, où les gens ils sont comme We'll never forget Hiroshima. C'est genre, ça, puis c'est tout, ça, ouais. exactement. Fait que, non, au niveau de la sécurité, c'est vraiment une question d'être exposé puis de se faire démontrer que c'est correct. Là où la sécurité pour nous, elle vient plus être très, très, très importante et que c'est encore une question aussi d'éducation, c'est nous, l'hydrogène vert, on n'a pas beaucoup de projets en hydrogène vert. Mhm. Pourquoi? On y reviendra. Nous, le projet qu'on fait, c'est un rejet industriel qui est dans la région de Gatineau. Fait que c'est un rejet d'hydrogène qu'avant, était comme, ben, je sais pas quoi faire avec. On l'envoie à l'atmosphère, puis ça fera éventuellement de l'eau. Ça va tranquillement se Ouais, parce convertir en qu'en eau. somme, Là. c'est pas un rejet qui est Pas dangereux, dommageable, là, exactement. environnemental, ouais. Donc, eux, il y avait un rejet, puis des quantités vraiment, vraiment impressionnantes d'hydrogène qu'il y avait juste pas rien à faire avec. Puis à un certain moment, le distributeur gazier là-bas a dit, ben, We'll take it. on va le prendre, on va le distribuer dans un site industriel, dans les sites industriels avoisinants, pour décarboner ultimement leurs opérations. Ah, ok. Fait que tu les carbones pourquoi? Ben parce que c'est un bilan nul de production. Là. Il est déjà là, cet hydrogène-là. Il n'y a pas mieux comme hydrogène qu'un hydrogène qui est déjà là. C'est déjà disponible. Ouais, à place de Le produire, synthétiser, c'est ça, ouais, exactement. exact. Et tout dans l'idée de l'économie circulaire, dans le fond. Là. Exactement. Puis ça, il n'est pas plus vert, si je peux permettre l'expression, comme Ouais. hydrogène que ça. Ok. Peu importe la source du procédé, je connais Ouais, pas c'est quoi les types dans l'industrie qui génèrent ça? C'est une excellente question. Je connais pas le procédé en détail là, de cette usine-là. Ben, Donc, juste l'industrie, mettons, comme là, on a la voiture qui en génère, mais là, elle est produite, là, mais... c'est l'industrie chimique. Ok. L'industrie chimique. Il y a beaucoup d'hydrogène produit dans l'industrie chimique, entre autres dans le pétrochimique un peu, là, mais dans les trucs connexes à ça. Fait que c'est vraiment l'industrie là, précisément qui en fait. Puis comment vous avez trouvé ce filon-là pour votre entreprise quand vous avez dit Ben- hey, ça a l'air d'être une opportunité. Là. Dans le fond, c'est vraiment comme beaucoup de choses dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on connaît, à quoi on est exposé. Ben, mon partenaire, il travaillait chez Énergie, excusez.
où là, sa mission, c'est le développement de la filière d'hydrogène au Québec. Fait que là, il faisait plein d'évaluations. Est-ce que c'est correct si tu injectes de l'hydrogène dans le réseau du gaz naturel? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact chez les gens? Les deux peuvent se mixer? Oui, Ah ouais, ouais, ça, c'est un des ça. chemins là, les plus probables, jusqu'à une certaine quantité. Ah ouais. Fait que, mettons, le chiffre magique, c'est que tu peux monter jusqu'à 20% d'hydrogène dans ton gaz naturel sans grandes conséquences. Puis ça va brûler de la même façon, c'est juste que tu as un autre type de mix. Assez proche pour dire que c'est pas grave. OK. Parce que le gaz naturel et l'hydrogène ne brûlent pas de la même façon, mais... Ils brûlent pas de la même température? Ou... Pas la même température, puis ce qu'on appelle la vitesse de flamme, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la flamme se propage si c'est allumé. Donc là, l'hydrogène, c'est très très rapide versus le gaz naturel. Fait que ça peut changer la conception de brûleur, par exemple, ou de bouilloire dans une usine, des choses comme ça. Fait que tu sais, quand tu startes ton four, ça veut dire que l'hydrogène partirait la flamme, puis après le propane. Ben, vu que c'est un mélange, c'est un peu des deux, c'est que là, ça devient une moyenne, puis là, c'est de voir est-ce qu'il y a des risques que la flamme elle retourne dans ton tuyau. Oh, ouais, je comprends. Ouais. La réponse, c'est que jusqu'à 20%, il n'y a pas de problème, tu n'as rien à changer. Après ça, là, il faut que tu changes la conception. Puis en quoi ça fait que rentrer de l'hydrogène dans le pipeline, ça fait que c'est décarboné? C'est comme ça qu'on le voit? Ben, dans le fond, ça dépend de la source de ton hydrogène, mais si tu remplaces 20% de ton gaz naturel par de l'hydrogène qui est vert, tu viens de décarboner ton gaz naturel de 20%. OK. Ben, c'est pour ça que c'est décarboné, mais ton propane, il est quand même... Tu l'as produit d'une certaine manière. Je pense qu'il faut le voir plus. Si c'est du propane ou du méthane qui est du biométhane, ça c'est décarboné, non? Comment il faut qu'on voit ce mix-là? Absolument, mais tu sais, c'est... Là, on retourne à l'idée d'intensité carbone. Donc, ton gaz naturel, c'est quoi? C'est de l'énergie. Fait que là, tu as un gigajoule de gaz naturel. Ben là, c'est quoi la quantité de CO2 qui est émise pour un gigajoule? C'est une quantité d'énergie. Je comprends. Ben, si tu remplaces cette même quantité d'énergie-là par une source en partie qui n'a pas de carbone émis, ben, tu diminues ton intensité carbone de ton énergie. Parce que justement, l'hydrogène, lui, génère de l'eau quand il est brûlé dans sa formule chimique. Là. Exactement. Exactement. On fait une analogie bien simple, c'est de mettre de l'eau dans ton lait. T'sais. Littéralement. Tu dilues ton intensité carbone. Ouais. Puis c'est ça que Charles a vu une opportunité de... dans le fond, grâce au projet qu'il faisait, il connaissait l'écosystème. Puis à un certain moment, c'est devenu... C'est un autre distributeur gazier, dans le fond, qui avait ce projet-là. Puis il nous a approchés pour qu'on les aide au niveau technique. OK, c'est ça. Comment vous... Parce que dans le fond, j'imagine que c'est plus un défi... d'ingénierie civile d'apporter ce pipeline d'hydrogène vers l'énergie? Oui. C'est pas un défi d'ingénierie civile. C'est plus, nous, on se concentre sur les sites industriels. On a fait comme du bon zigzag, mais on se concentre sur les sites industriels, c'est-à-dire que quand l'hydrogène arrive au site, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les équipements et sur les mesures de sécurité à intégrer de plus ou différentes pour s'assurer que ça reste sécuritaire comme opération. Puis c'est vous qui développez ce genre de solution-là. Exactement. OK. Wow. Non, vas-y. Fait que c'est vraiment ça la question, c'est de l'analyse puis s'assurer que, par exemple, l'échange d'air dans la bâtisse est suffisante pour pas créer un risque d'inflammation, par exemple. C'est de base. Tu travailles en HVAC. Fait que tu connais un peu les changements d'air. Ce changement d'air. Fait que là, on évalue ça et on s'assure c'est quoi l'impact sur les risques à l'intérieur de l'usine ou pas. Avez-vous justement des sous-traitants chez UCO que, mettons, si vous ne faites pas d'HVAC, est-ce que vous sous-traitez des certaines... Oui, absolument. Nous, on est une petite équipe puis on emmène quand même large. Fait qu'on doit et on veut faire appel à des sous-traitants. On a chacun notre expertise, puis je pense que c'est vraiment mieux de travailler avec des gens qui sont spécialisés dans leur domaine, puis de s'asseoir ensemble. C'est bien plus fun, c'est bien moins stressant, puis les projets se passent mieux. C'est notre devoir en tant qu'ingénieur aussi de faire Exactement. Ça, justement. Là. Puis comment vous est-ce que vous séparez, mettons, on a une enveloppe pour ce projet-là de, je sais pas, 1 million, puis vous dites, c'est vous qui prenez la subvention, puis qui vous payez après
les sous-traitants avec ça ou comment ça fonctionne? C'est souvent le cas. Tu sais, ça va. Ça passe par vous, en fait. C'est ça. Ben, dans ce cas-là, oui. Des fois, c'est l'inverse. Tu sais, c'est vraiment cas par cas. Tu sais, c'est vraiment. Il n'y a pas deux projets qu'on fait de la même façon. Là. C'est vraiment toujours des ententes, ce que le client veut. Tu sais, c'est vraiment. On y va au cas par cas. Pour juste une perspective de l'avenir, qu'est-ce que tu vois dans 5, 15, 10 ans? Donc, si on fait un petit backtrack, le défi, l'hydrogène, là, on dit, bon, ça ira pas dans les autos. Il y a des places où ça fait plein de sens, du moins sur papier, par exemple, sur le transport lourd. Le transport lourd, un camion, tu sais, dans une conférence, on entend souvent un truck, là, un 53 pieds, tu sais, ça arrive, on achète le camion, on met la clé dans le camion, puis on casse la clé dedans, ça arrête jamais de rouler. Tu sais, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, là, ultimement. Ah ouais, ok. C'est une exagération, mais ça reste ça pareil. T'sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, si le camion, il roule sur des longues distances, du 1000 km, des choses comme ça, puis lui, il veut pas s'arrêter là, 2 heures, 4 heures, 5 heures pour faire son remplissage d'électrique, par exemple, si on veut décarboner, l'autre solution, c'est l'électrique. Ouais. Ben, l'hydrogène, la rapidité du remplissage de l'hydrogène pour le transport lourd fait beaucoup de sens. Ah ouais? OK. Parce que là, on peut s'installer aussi le long des grands axes routiers, le long des autoroutes. Puis là, tu peux avoir une station aux 300 km, 400 km, puis quand même, servir une grande portion du transport routier. Fait que sur papier, la complexité d'implanter ça est beaucoup moins grande que pour les personnes, pour le véhicule personnel. Fait que c'est un des chemins vraiment pertinents de l'hydrogène, c'est le transport lourd. Mais le vrai problème de l'hydrogène, c'est est-ce qu'on a quelque chose de mieux à faire avec notre électricité? Quand je dis l'hydrogène, c'est l'hydrogène vert de source électrique. La réponse, c'est 100% oui aujourd'hui. OK. Tu ferais des centrales d'hydrogène électrique, dans le fond? Ce que je veux dire, c'est que pour produire l'hydrogène, ça prend de l'électricité. OK. De l'hydrogène vert, là, du moins. Et puis, cette électricité-là, est-ce qu'elle pourrait être utilisée à quelque chose de mieux que de produire de l'hydrogène pour la brûler dans un véhicule? Ouais. Puis là, en ce moment, le contexte, c'est on manque d'électricité au Québec, autant au niveau résidentiel qu'industriel. Les industries s'arrachent l'énergie, puis c'est vraiment complexe avoir de l'électricité pour des projets qui créent des emplois, qui créent vraiment une valeur ajoutée. Donc là, si on prend cette électricité-là puis on alimente des camions avec, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Ouais. Fait que la filière, je la vois maturer au niveau, je vais dire, démonstration, puis au niveau faisabilité. Fait que dans 10-15 ans, je m'attends à ce qu'il y ait 4 ou 5 stations pour le transport lourd avec je sais pas combien de camions de transport lourd qui vont faire ça, mais ça sera pas at scale. Ça va être moins de 1%, largement moins de 1% du transport qui va se faire avec l'hydrogène. Si on regarde les projets là, du gouvernement en ce moment, le Hydro-Québec est en train de déployer des efforts monumentaux pour augmenter la production d'électricité dans les 15 à 20, 25 prochaines années. Ça, on l'a vu dans les plans. Si ils se ramassent avec assez d'électricité pour en avoir trop ou rien de mieux à faire que ça, ce qui m'étonnerait, mettons. Ça serait surprenant. Ouais. Là, peut-être que ça va se développer plus largement autour de l'hydrogène vert. Ça pourrait. Okay. Mais ça va pas bouger vite. Là. Ça va pas bouger vite. Puis je pense qu'il y a un réalisme justement qui s'est réétabli autour de l'hydrogène les dernières années. Là. À travers tous les trucs qu'on a parlé. Malgré la volonté du gouvernement de pousser vers ça, dans le fond. Exactement. Fait que c'est complexe. Après ça, il y a des projets qui veulent se développer autour de moi je vais produire mon hydrogène, mais je comprends que pour produire mon hydrogène, ça me prend ma propre électricité. Donc, ils veulent construire des éoliennes, par exemple, pour produire l'électricité puis produire l'hydrogène à la fin. Mais des projets comme ça a des gros défis d'acceptabilité sociale, c'est vraiment long à mettre en place, puis est-ce que ça va faire de l'argent? Ça va dépendre du coût de ta molécule.
de ton hydrogène. Puis comparativement au gaz naturel, c'est 8, 10, 15 fois plus cher. Ça reste, C'est pas rentable encore. ça reste difficile. Ça reste difficile. Justement, tu mentionnes l'acceptabilité sociale de cette filière-là. Comme quoi, mettons, je veux dire, le pétrole, c'est vraiment moins bien vu, mais l'hydrogène vert, me semble, il y a le mot vert dedans. C'est très bien vu. Il n'y a pas de gros défis au niveau de l'acceptabilité sociale. Mon point, c'est plus autour des éoliennes. Ah, ok. Où est-ce que là, tu sais, les éoliennes, c'est le pas dans ma cour, là, c'est le classique. Là. On le connaît, On mais le voit en Gaspésie. c'est un gros problème, là, le pas dans ma cour, puis des projets industriels dédiés à ça, c'est plus difficile parce que là, les gens veulent en profiter, mais pas l'avoir, c'est quand même quelque chose. C'est ça, ils veulent en profiter, pas l'avoir, mais on retourne un peu sur qui vote, c'est quoi les directions du gouvernement, c'est quoi les opinions, tu sais, ben c'est pas dans les faits, c'est pas la priorité de la majorité des gens, l'environnement, tu sais. Fait que ça rend ça difficile, tu sais. Puis un autre truc, si on prend l'exemple de la Gaspésie au niveau des éoliennes, selon moi, les éoliennes servent à produire de l'électricité. Fait que tu dis, ben là, ça c'est un bon site, je veux produire de l'électricité, je l'installe, je le raccorde au réseau électrique. Ça va peut-être être compliqué, mais j'ai choisi un emplacement optimal pour ma production d'électricité. Là, en hydrogène ou des combos éoliens projets industriels, comme on voit là, au Québec, ben, le défi, c'est que là, je veux mon usine là. L'usine, il faut qu'elle soit exactement à cet endroit-là, puis pour que ça fasse du sens, il faut que mon éolienne soit à côté. Donc là, tu as une double contrainte géographique qui rend ça vraiment difficile à mettre en place comme projet. C'est des projets vraiment, vraiment possibles, mais complexes. Ah, tu verrais éolien et hydrogène ensemble. C'est pour pallier justement la non-consistance de l'éolien, là, dans le fond? Dans le fond, ben oui, mais c'est pour permettre de bypasser le manque d'électricité au Québec. Donc, quelqu'un qui veut produire l'hydrogène dit, ben moi, je vais faire mes éoliennes. Comme ça, je vais pouvoir produire mon hydrogène. Fait que ça, c'est comme... C'est une façon de faire avancer son projet sans se fier 100% sur Hydro-Québec. Ouais, parce que tu disais que ça prend de l'électricité pour faire l'hydrogène. Ouais. Fait que dans le fond, ta source, ça serait pas, comme tu disais tantôt, l'industrie chimique, ça serait une production d'électricité par une éolienne. C'est ça, là, je parle de... que ça serait 100% vert. Là, développement, ouais, c'est ça, exactement. Ben, 100%. Tu dirais quoi à justement les prochains professionnels, les prochains étudiants, des citoyens engagés qui pourraient contribuer justement plus à petite échelle ou à grande échelle dans cette industrie-là? Ben, dans l'industrie de la décarbonation en général, je pense que c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. Puis c'est un peu drôle à dire, mais de s'éduquer, c'est un volet super important, de comprendre puis de démystifier. On voit, même dans les grands journaux quand même crédibles, des choses qui sont 100% de la désinformation. Là. Ouais. Puis c'est comprendre ça, c'est le fun pour dire, OK, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, puis ça va aller dans quelle direction. De se renseigner, je pense que c'est vraiment un volet important. Puis ultimement, voter. Dans le sens que le gouvernement, il prend les directions que son électorat a. Fait qu'il faut... On est dans une démocratie, il faut le respecter. Il faut y croire aussi. Ouais, exactement. Même un peu, c'est un peu ça que j'ai fait, là, faire un certificat en ressources énergétiques durables là, à l'UQAM. Là. Justement, j'avais tout le temps des discussions avec plein d'ingénieurs, d'autres personnes autour qui disaient « Le nucléaire, c'est la même chose, c'est la même chose. » Puis comme, OK, on peut avoir des chiffres. Là. Puis vraiment avoir le backstory derrière ça. Là, parce que moi, j'ai travaillé dans une industrie de fabrication de pales éoliennes. Puis c'est ça, là, j'ai vu quand même que fabriquer une éolienne, là, c'est loin d'être vert. Là. Non, l'énergie qu'elle produit, elle est très verte, mais ça reste quand même... c'est là justement de se renseigner. Puis ce que tu dis, ça amène à la notion d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire, dans la durée de vie de la pale, ce qu'elle a fait comme énergie, puis après, pendant qu'on la met aux poubelles, c'est-tu plus vert que d'une centrale au charbon? T'sais? Fait que il faut regarder le tout, il faut comprendre le tout pour avoir une opinion. Puis c'est là que c'est tough, parce que des opinions faciles, c'est facile à avoir. Ouais, exact. Est-ce que c'est justement votre entreprise, est-ce que c'est difficile, c'est un défi justement de, tu sais, mettons à travers, je sais pas, les clients ou les gens où vous parlez, des fois c'est comme, il n'y a pas trop la compréhension de la filière, puis c'est difficile socialement parce il y a des gens qui sont désinformés ou... Pas tant, parce que tu sais, dans notre
dans notre milieu, il faut se renseigner, tu sais. Et si tu comprends pas ce que tu fais, ça va Qu'est-ce pas que tu bien fais se là, passer, tu sais. Fait que non, nous dans notre cas, c'est pas un enjeu tant que ça au niveau de la compréhension puis de la nuance entre, mettons, les différentes options. Des fois, c'est plus de mettre plusieurs informations en contexte que là, tu sais, là, on est là pour ça, tu sais. Ou, OK, ben ta technologie, c'est bon, ça fonctionne, mais elle va polluer, elle va faire telle chose, tu sais. Fait que là, tu as ça à rajouter. Fait que c'est plus la vue d'ensemble, des fois, que là, on a une valeur ajoutée. Là. Puis au niveau justement politique, gouvernemental, fédéral, provincial, municipal, y a-tu tu penses, tu sais, tu disais que justement la réglementation, c'est une des trucs très importants pour justement la décoordination. Puis, y a-tu des partis politiques que tu te dis, wow, ça a un avenir vers l'innovation technologique, eux ils prônent beaucoup plus ça. Est-ce que c'est là-dessus que tu lis? C'est des trucs que tu Ben, tu sais, j'ai des opinions nuancées là-dessus. Tu sais, évidemment, ça prend un parti pro-science, un parti qui fait pas de désinformation. Fait que, tu sais, je veux pas aller non plus dans les opinions politiques. Tu votes parti vert quand là, même? C'est ça. Ben, il y a un équilibre entre réalisme, là, je vais toujours revenir à ça. Tu sais, le Parti vert, qui vote pour le Parti vert? Il y a 1%, 1,5% des gens qui votent pour le Parti vert parce que, ou comme Québec solidaire, je veux dire, c'est pas un parti qui rassemble la majorité du monde, là, on va dire. Là. Tu sais, il dégage pas il représente pas le Québec moyen, mettons. Fait que, tu sais, eux, même si les valeurs au niveau écologique, développement, puis société, c'est aligné, ben, tu sais, faut qu'il y ait des gens derrière toi, ouais, exact. Fait que c'est plus je pense, d'éduquer les gens autour de soi, là, sans devenir non plus un fanatique, là, mais tu sais, justement dire, ouais, mais t'as peu, là, ce que t'as vu dans le journal, regarde, il y a ça. Tu sais, pense-y, puis ça nuance. Tu sais, comme Carney, il y a des qualités puis il y a des défauts là, en ce moment, mais il y a une stratégie pour moi qui est quand même claire au niveau de protéger l'économie, puis gérer la relation avec les États-Unis. Lui, il navigue, tu sais, c'est tough là, ce qu'il fait. Il faut qu'il flatte les États-Unis dans le sens du poil, sans trop le faire, puis sans perdre trop de gains pour le Canada. Il navigue des équilibres fragiles, puis j'en parlais avec un ami cette semaine. Il fait des trucs pour, par exemple, la garde côtière, que tout d'un coup, c'est devenu une dépense militaire. Ben, tu sais, ça a l'air... Tu le coup, là, moi, je l'ai lu dans le journal, j'ai été cette personne-là, c'est con, évidemment. Il veut atteindre son objectif pour faire plaisir à nos voisins du Sud, sans vraiment augmenter ses dépenses dans le militaire, Fait que, il fait des choses quand même intelligentes, je veux dire ça comme ça. Puis, il faut qu'il fasse des choses au niveau du développement économique, des fois en compromis à l'environnement, parce que, il faut qu'il se fasse la situation géopolitique est telle que... Ouais. Puis, tu sais, j'étais chez un client cette semaine pour un chantier, puis c'est pas beau, là. Tu sais, il y a des compagnies, l'industrie lourde, c'est ralenti, mais tu sais, de 50-60%, là, tu sais, que vraiment, là, ça va pas. Ça nous a hit pour de vrai. Ouais. C'est ça. Fait que là, on le voit pas nécessairement dans le day-to-day, mais dans l'industrie lourde, ça fait vraiment mal. Lui, il faut qu'il mette des choses en place pour sauver les meubles le temps que ça passe, en espérant que ça passe. Puis justement, comme même, est-ce que tu te considères un peu comme, quand je pourrais dire, marginal? Si tu dis, mettons, il y a 1% des gens qui votent Parti vert, pas Québec solidaire, mais tu as quand même, toi et ton partenaire, développé une nouvelle entreprise qui est dans des valeurs un peu marginales. Est-ce que tu vois que si vous êtes visionnaire de vouloir commencer ça quand même si... Je sais pas si je dirais que je suis visionnaire, mais c'est sûr que je pense que je suis une drôle de bébite entre valeurs progressistes, puis si ton projet fait pas d'argent ou si la technologie fait pas de sens, ça fait pas de sens. Fait que je suis un peu une drôle de bébite, je dirais, où est-ce que je suis pas à mi-chemin, mais je suis comme à deux places en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui sont très, très, très verts, hein, puis ils disent des choses des fois que t'es comme, it's not feasible, là, ton histoire. C'est comme, t'as beau injecter 30 milliards de dollars dans cette affaire-là, it's not gonna work. Genre, c'est comme, comment vous palliez à ce genre de... ça, c'est weird, mais les gens le savent d'avance quand un projet marchera pas. Là. Ah ouais? Comment ça? C'est juste, les gens sont comme,
Ils sont Ouais. déjà très sceptiques des nouveaux projets de base, c'est mais... ça. ok. Ben, non, mais les gens renseignés dans le milieu, tu sais, c'est comme... Ils savent, ouais. On le sait, là, puis on le dit, ouais, je pense que ça ira pas loin, tu sais, il y a tel défi, ouais, que je sais pas comment ils vont s'en sortir, tu sais, puis... Avec l'exemple recyclage carbone Varennes à Varennes, ils ont utilisé une technologie qui n'a jamais marché. Ça marchera pas, là. Il y a 1,5 milliard que c'est plate à dire, mais ça marchera pas, tu sais. Tu trouves-tu qu'on a le savoir assez au Canada, au Québec, pour avoir une industrie verte dans le futur, ou on est loin derrière d'autres pays, là? Oui, puis non. Le savoir, c'est compliqué parce que, tu sais, un petit projet, c'est pas pire, mais les gros projets, là, il y en a des humains, là, puis tu sais, je te prends l'exemple de Nemaska Lithium qui est en fin de construction. Il doit y avoir comme 5000 km de tuyauterie dans l'usine. Ouais. Tu sais, gérer juste cette information-là, puis faire un projet qui s'exécute somewhat comme pas dans le chaos, c'est un accomplissement en soi. Fait que le know-how des projets industriels complexes, qui sont souvent autour de la décarbonation, c'est tough, là. C'est vraiment des projets qui, je pense, nécessitent des équipes internationales. OK. T'sais, qui ont de l'expérience, qui l'ont fait, puis on le réalise. Parce que c'est vraiment difficile de bien comprendre un projet, puis de savoir où ça va casser ou pas. Fait que je suis pas sûr qu'on a l'expérience au Québec pour ces gros projets-là complexes. OK. Fait que tu penses qu'on va être dépendant de l'extérieur? Ben, on le bâtit, ultimement, on bâtit nos expériences, mais là, c'est des gros projets qui sont des bons casse-têtes, là. Au nouveau, là, je parle des technologies vertes, d'extraction des métaux, avec une technologie qui est pas trop polluante. C'est vraiment, vraiment une expertise qui est à développer, qui se développe. Puis, dans 5 à 10 ans, les leçons apprises vont avoir été faites. Qu'est-ce qui est... Enfin, on tourne plus vers la fin du podcast, mais c'est quoi qui va se passer avec UCO dans 5-10 ans? C'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Grande question. Écoute, moi, mon ambition du co, c'est vraiment d'aider les compagnies à être plus efficaces, puis d'innover, puis de diminuer leur pollution. Que ce soit par une start-up qu'on accompagne soit très tôt à une compagnie qui roule déjà, puis il faut qu'elle soit plus efficace. Pour moi, l'environnement et l'efficacité, il faut que ça aille un peu ensemble. Là, mais oui. Fait que dans 5 à 10 ans, j'espère vraiment avoir aidé beaucoup d'entreprises dans cette direction-là. Avoir plus d'employés, Ouais. plus de projets. Mettons là, que demain, là, je te dis, all funded, ça serait quoi ton plus beau projet que tu dirais, oh my god, si je déniche un projet tel que, comme ça, my god, tu serais heureux. Là. Ben écoute, la réponse est assez facile, mais cycle, Ouais. ça, je pense que c'est vraiment un beau projet pour plein de raisons. Je parle de complexité, on a gardé quand même une technologie simple, ça va se réaliser. T'sais. Fait que je mettrais une bonne partie de mon équipe sur notre autre projet, honnêtement. Okay. Ça a l'air d'être un pitch de vente, là, mais c'est ben la non, première non. idée qui me vient en tête. Là. OK. Puis, t'as-tu aimé ça le podcast? J'ai vraiment, vraiment aimé le Ouais? podcast. Là, C'est ton premier, hein, tu disais? Ouais, premier ever. Je me demandais comment ça se passait. Puis, comme je l'avais dit à la fin du podcast, j'aime tout le temps demander, t'as-tu une phrase qui est comme à lancer dans l'univers ou qui a une plus de bienveillance dans l'avenir? Ça serait quoi? Je pense pas que j'en ai une qui va me venir en tête comme ça. Je Non. l'avais pas trop préparé, mais non. Qu'est-ce qu'on dit souvent de toi, justement, d'abord, là, qui est très... Probablement que je suis têtu. Mais bon, c'est faux. Pas trop le choix, mais j'ai vraiment pas trop de phrases qui me viennent en tête là, que je pourrais te sortir. Là. Tes trucs de l'avenir sont dans ce que tu fais, Ouais, pas ouais. dans la phrase. OK. Ouais. Ben, merci d'avoir accepté l'offre de venir au podcast et tout. Fait que t'as apporté des super bons points. C'est vraiment très apprécié. Merci à toi. Merci d'avoir été au podcast Écologie et Société. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Partagez-le autour de vous. Suivez-nous sur Instagram à écologie.société. Sur LinkedIn aussi. Je pense que c'est de là que tu as vu plusieurs de mes posts du podcast. Yes. Sur le Linktree aussi. Puis on est sur YouTube aussi. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.